Je m'appelle Bernard Lemaire. J'ai 63 ans et, ces 5 derniers mois, j'ai joué le rôle du parfait idiot avec une conviction absolue. À Noël dernier, j'étais assis en bout de table dans ma propre salle à manger. Cette table que ma femme, Éléonore, et moi avions achetée dans une brocante en Normandie il y a 31 ans, celle qui porte une égratignure sur le pied gauche depuis que notre fils, à l'âge de 4 ans, avait décidé d'y graver un circuit de voiture. Et là, j'ai regardé mon fils verser quelque chose dans mon café alors qu'il croyait que je regardais vers la porte. Il m'a souri quand je me suis retourné. Ce sourire facile et bien rodé, celui qui faisait dire à Éléonore qu'il serait capable de vendre du sable dans le désert. Je lui ai rendu son sourire et j'ai tendu la main vers ma tasse. Ce qu'il ignorait, c'est que je l'observais depuis 5 mois. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au moment où j'ai porté cette tasse à mes lèvres, le café qu'il venait de trafiquer se trouvait déjà de l'autre côté de la table. Éléonore est décédée il y a 22 mois. Un cancer des ovaires de stade 4, diagnostiqué en mars et qui l'a emporté en octobre. 7 mois. Nous étions mariés depuis 34 ans. Je ne vais pas vous décrire comment ont été ces 7 mois, car aucun mot n'est à la hauteur de cette tâche, et je n'ai jamais été le genre d'homme à chercher des mots qu'il ne peut pas maîtriser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après son départ, je ne savais plus quoi faire de mes mains. J'avais passé 40 ans à bâtir Lemaire Fournitures Industrielles, une entreprise de distribution régionale qui est passée d'un simple entrepôt à Lyon à 11 sites à travers toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais passé ces mêmes 40 années à rentrer à la maison pour retrouver Éléonore. Le travail et Éléonore. C'était ma vie. C'était l'architecture de chacun de mes jours. Et puis, l'un de ces piliers a disparu et toute la structure a basculé. Mon fils, Romain, a été très prévenant dans les semaines qui ont suivi l'enterrement. Il appelait tous les jours. Il descendait de Grenoble le week-end. Il s'asseyait avec moi le soir, quand le silence de la maison devenait assourdissant. J'étais reconnaissant. Je me disais que j'avais de la chance, car certains hommes perdent tout en même temps. C'est Romain qui a abordé la question de l'argent en premier. Nous étions assis sur la terrasse arrière, environ 6 semaines après les funérailles. Un mois d'octobre suffisamment froid pour qu'on puisse voir notre souffle, le genre de soirée où Éléonore serait sortie avec 2 grandes tasses de tisane sans même qu'on le lui demande. Romain était venu seul, sa femme, Delphine, était restée à la maison avec les enfants, m'avait-il dit. Papa, a-t-il commencé en tournant sa tasse entre ses mains, j'ai réfléchi à ta situation. Je l'ai regardé. Quelle situation? Sur le plan financier. Tu as vendu l'entreprise l'année dernière. C'est un capital important qui dort sur des comptes, et je veux juste m'assurer qu'il travaille pour toi, qu'il est protégé. J'avais vendu Lemaire Fournitures Industrielles 14 mois plus tôt, 8 mois avant le diagnostic d'Éléonore, à un fonds d'investissement parisien. J'étais fatigué. Éléonore voulait voyager. Nous avions une liste. Le Portugal, la Nouvelle-Zélande, les îles grecques. Nous avions la liste, l'argent, et nous pensions avoir le temps. La vente s'était conclue pour un peu plus de 17 millions d'euros. J'ai un conseiller en gestion de patrimoine, ai-je répondu. Jean-Marc Vasseur. Il s'occupe de mes comptes depuis 12 ans. Je sais, mais papa, Jean-Marc est de la vieille école. C'est un type super, mais il n'est pas positionné pour les marchés d'aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur des investissements alternatifs en ce moment, le capital investissement, les fonds structurés. Je pourrais vraiment faire fructifier ce que tu as. Romain était conseiller financier, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. Il avait un cabinet à Grenoble avec son nom sur la porte. Il avait toujours été doué pour les chiffres et Jeanne avait toujours été fière. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je n'y ai pas réfléchi. À la place, j'ai appelé Jean-Marc Vasseur et je lui ai dit de s'assurer que tout était verrouillé à double tour. 2 semaines plus tard, Delphine m'a appelé. Delphine était la femme de Romain depuis 9 ans. C'était une femme agréable, très organisée, mais un peu froide sur les bords. Le genre de personne qui se souvenait des anniversaires parce qu'elle tenait un fichier Excel, pas parce qu'elle ressentait l'importance de la date. Elle avait toujours été polie avec Éléonore. Polie, mais jamais chaleureuse. Bernard, m'a-t-elle dit, Romain et moi nous nous inquiétons tellement pour toi. Vivre seul dans cette grande maison, gérer tout cet argent par toi-même après tout ce que tu as traversé, c'est lourd. Nous voulons t'aider. Romain a préparé quelques propositions. Je l'ai remercié. J'ai raccroché, puis je me suis assis dans le fauteuil d'Éléonore près de la fenêtre,
le fauteuil vert qu'elle avait fait retapisser 2 fois parce qu'elle en aimait la forme, et j'ai pensé au fait que mon fils avait envoyé sa femme faire la deuxième tentative d'approche. C'était une technique de vente. Je l'avais moi-même utilisée il y a 30 ans quand je bâtissais mes relations clients et que j'apprenais que le premier non n'était jamais la réponse définitive. Mon fils appliquait une technique de vente sur moi, 3 semaines après l'enterrement de sa mère. J'ai appelé mon avocate le lendemain matin. Elle s'appelait Patricia Rousseau et était ma conseillère juridique d'entreprise depuis 11 ans. Elle avait 51 ans, était précise et constitutionnellement incapable de vous dire ce que vous vouliez entendre si la vérité était tout autre. Patricia, ai-je dit, j'ai besoin que tu fasses des recherches discrètes sur le cabinet financier de mon fils. Quelque chose cloche. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a dit qu'elle me rappellerait dans 2 semaines. Elle m'a rappelé au bout de 10 jours. Bernard. Sa voix était prudente, de cette façon dont les voix prudentes n'annoncent jamais de bonnes nouvelles. Le cabinet de Romain a fait l'objet de 3 signalements réglementaires au cours des 2 dernières années. Aucun n'a abouti à une action formelle, mais le schéma est inquiétant. Des clients dénoncent des rendements mensongers, et il y a une allégation de confusion de patrimoine. Il a environ 60 clients actifs identifiables. Plusieurs d'entre eux sont très âgés et ont effectué des virements importants vers les comptes gérés par Romain au cours des 18 derniers mois. J'ai fixé le mur. À combien s'élèvent ses dettes? Un silence. Son endettement personnel est colossal. Carte de crédit, un prêt immobilier refinancé, 2 emprunts professionnels. Notre meilleure estimation se situe entre 800 000 et 1,2 million d'euros, selon ce qui n'est pas encore visible. Et Delphine? Elle est co-emprunteuse sur la plupart des prêts. Elle est au courant. Je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement d'Éléonore. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là non plus. Je suis resté assis dans la cuisine où Éléonore et moi avions pris nos petits déjeuners pendant 34 ans, et j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine, comme une pierre tombant au fond d'un lac glacé. Que prépare-t-il, ai-je demandé. Patricia a hésité. Nous avons trouvé autre chose. Romain est en contact avec un homme du nom de Gérard Faure. Faure est psychiatre, sa licence fait actuellement l'objet d'une enquête disciplinaire par l'ordre des médecins, mais elle n'a pas encore été révoquée. Il est spécialisé dans les expertises psychiatriques pour les mises sous tutelle. J'ai compris immédiatement. Il voulait me faire déclarer inapte. Une reconnaissance d'incapacité cognitive permettrait à Romain de demander la tutelle légale sur tes affaires financières. En tant que fils unique, il serait le candidat naturel. Il pourrait alors accéder à tes comptes et les restructurer en toute légalité. Avec Delphine comme complice? Oui. Je suis resté silencieux un instant. Patricia, comment construit-on le piège? Elle a gardé le silence pendant exactement 4 secondes. J'ai compté. Puis elle a dit, dis-moi à quoi tu veux que le résultat ressemble, et je le lui ai dit. Il a fallu 11 semaines pour mettre le plan en place correctement. Patricia a fait appel à une agence de détectives privée avec laquelle elle avait travaillé sur une affaire de fraude 2 ans auparavant. 3 anciens officiers de la police judiciaire qui savaient comment installer du matériel de surveillance qui tiendrait devant un tribunal, et comment documenter des malversations financières de manière à ce que les procureurs puissent réellement les utiliser. Nous avons placé des caméras dans la cuisine, le salon et mon bureau. Nous avons documenté les appels téléphoniques de Romain, pas le contenu, ce qui aurait nécessité un mandat que nous n'avions pas encore, mais les habitudes, la fréquence, les noms qui apparaissaient dans ces relevés téléphoniques obtenus légalement. Et j'ai commencé à jouer la comédie. J'ai commencé doucement, en oubliant des noms que j'aurais dû connaître, en répétant des histoires que j'avais déjà racontées. J'ai appelé Romain par le prénom de son grand-père une fois, mon propre père, mort depuis 20 ans, et j'ai vu son visage se figer d'une manière qui m'a fait comprendre qu'il enregistrait cette information. J'ai laissé la cuisinière allumée. Je me suis montré confus au supermarché et j'ai appelé Romain en panique, une panique que j'avais répétée 3 fois avant de composer le numéro. Je me suis laissé convaincre de le laisser examiner mes relevés bancaires, et je l'ai regardé photographier les pages avec son téléphone pendant que je faisais semblant d'être absorbé par la télévision. Chaque semaine, il venait me voir plus souvent. Chaque semaine, Delphine l'accompagnait, m'observant avec son regard calculateur. Ils amenaient les enfants, 2 garçons de 8 et 10 ans, mes petits-fils que j'aime profondément. Je me suis accroché à cet amour avec précaution, comme à une chose que je pourrais devoir déposer bientôt et que je ne voulais pas briser en la posant. 6 semaines après le début de ma mise en scène, Patricia m'a appelé à 7 heures du matin. Il a contacté fort, Matt et elle dit.
Il planifie quelque chose. Nous n'avons pas encore les détails, mais je pense qu'il s'apprête à passer à l'action. Combien de temps nous reste-t-il? Des semaines, peut-être moins. Romain a des dettes qui arrivent à échéance. Il doit accéder à tes comptes avant la fin de l'année, sinon son cabinet va s'effondrer. Alors nous frappons les premiers, ai-je dit. Je veux leur offrir une occasion qu'ils ne pourront pas refuser. Le repas de Noël était mon idée. J'ai appelé Romain et je lui ai dit que je voulais réunir la famille. Je lui ai dit que je me sentais confus ces derniers temps et que cela me ferait beaucoup de bien d'avoir tout le monde à la maison. J'ai entendu la neutralité prudente dans sa voix quand il a répondu « Bien sûr, papa, évidemment qu'on sera là ». Sous cette neutralité, il y avait autre chose. J'avais bâti une entreprise en apprenant à entendre ce que les gens disaient en dessous de ce qu'ils disaient. Romain était ravi. Il est arrivé avec Delphine et les garçons à midi. La famille de mon frère est venue aussi. Mon frère François, 68 ans, jeune retraité, et sa femme Chantal. François ne savait rien de ce qui se tramait. Je l'avais tenu à l'écart délibérément. Des témoins innocents valent plus que des témoins préparés. Delphine avait apporté une bûche. Elle était gracieuse et chaleureuse, d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à feindre auparavant. La chaleur de quelqu'un qui joue la chaleur pour un public. Elle m'a touché le bras en entrant, m'a demandé comment je dormais, m'a fait des compliments sur la façon dont j'avais arrangé les fleurs sur la cheminée. Des fleurs que l'assistante de Patricia avait placées là stratégiquement, car c'était le genre de détail qui pourrait être mentionné plus tard. Bernard était assez lucide pour arranger des fleurs, recevoir à dîner, et converser avec chaque invité dans la pièce. Nous sommes passés à table à 14 heures. J'avais cuisiné, ou plutôt, j'avais commandé chez un traiteur et j'avais tout dressé moi-même parce que je voulais que cela ressemble à un repas que j'avais préparé. François a découpé la dinde. Les garçons ont couru dans le jardin jusqu'à ce que Chantal les rappelle à l'intérieur. Delphine s'est assise en face de moi et a observé le moindre de mes faits et gestes avec des yeux qui faisaient des calculs. Après le repas, je me suis excusé pour aller chercher le service à café dans la cuisine. J'ai demandé à Romain de venir m'aider à porter les affaires. Il m'a suivi et, pendant que je lui tournais le dos pour sortir les tasses du placard, j'ai entendu le petit bruit de quelque chose qu'on ouvrait. Un sachet, une fiole, quelque chose de petit. Et puis le léger tintement de la substance tombant dans l'une des tasses. Les caméras ont tout filmé. Je me suis retourné avec les tasses sur un plateau et je suis retourné dans la salle à manger. J'ai posé le plateau. J'ai fait toute une mise en scène en distribuant les tasses, jouant le rôle de l'hôte généreux, et, au moment de me pencher au-dessus de la table pour tendre son café à François, j'ai posé ma propre tasse du mauvais côté du centre de table, là où Delphine était assise. Cela a pris moins de 30 secondes. Delphine parlait à Chantal d'une collecte de fonds pour l'école. Elle a tendu la main vers la tasse la plus proche sans regarder et a pris une longue gorgée. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai enroulé mes deux mains autour de la tasse propre devant moi et j'ai attendu. Romain m'observait. Je pouvais sentir son attention de la même manière qu'on sent la chaleur d'une lampe, sans la regarder directement, mais conscient de sa présence à la périphérie. Il attendait que je ralentisse, que je bafouille, que je m'absente. Je ne lui ai rien donné. J'ai raconté à François une histoire sur un voyage de pêche que nous avions fait en 1987. J'ai demandé à Chantal des nouvelles de son opération du genou. J'étais un homme de 63 ans parfaitement lucide, partageant un repas de Noël en famille. De l'autre côté de la table, Delphine a reposé sa tasse. Elle a cligné des yeux. Elle a regardé Romain avec une expression que je n'étais pas censé remarquer. Puis elle a cligné des yeux à nouveau, plus lentement. « Je me sens bizarre », a-t-elle dit. La tête de Romain s'est immédiatement tournée vers elle. « Quoi ?» Ma tête tourne. Elle a touché sa tempe. Je ne sais pas. Je me sens vraiment bizarre. François s'est redressé sur sa chaise. Tu te sens bien? Je crois que j'ai besoin d'air. Elle a commencé à se lever, puis s'est rassise lourdement. En fait, je ne crois pas que je devrais me lever. Chantal contournait déjà la table. Romain était debout, le visage livide, ses yeux faisant des allers-retours entre sa femme et moi, puis de nouveau vers sa femme. Ses mains tremblaient. Appelle le 15, ai-je dit, d'une voix calme et ferme, la voix d'un homme qui avait dirigé une entreprise pendant 40 ans et qui savait quoi faire en cas de problème. Appelle le SAMU maintenant, Romain. Il est resté pétrifié pendant 3 longues secondes.
Puis il a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il l'a fait tomber. Il l'a ramassé. Il a composé le numéro. Les secours sont arrivés en 9 minutes. À ce moment-là, Delphine était à peine consciente. Elle articulait mal, incapable de suivre les mouvements du regard. Ils l'ont prise en charge dans le salon, puis l'ont transférée sur un brancard. Romain était à ses côtés, lui tenant la main, répétant son prénom en boucle avec une voix que je ne lui connaissais pas. Une voix brisée, terrifiée, dépouillée de toute couche de calcul. Mes petits-fils se tenaient dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le garçon de 8 ans tenant la main de celui de 10 ans. Je suis allé vers eux. Je me suis accroupi, ce que mes genoux n'apprécient plus depuis que j'ai passé la cinquantaine, j'ai pris leur visage entre mes mains et je leur ai dit que leur mère allait saine sortir, qu'elle était entre de bonnes mains, que tout irait bien. Je ne sais pas si j'ai un jour raconté un mensonge qui m'a coûté plus cher que celui-là. François m'a conduit à l'hôpital. Je ne lui ai rien dit dans la voiture. Il est resté silencieux, de ce silence qu'adopte François quand il sait qu'il se passe quelque chose de grave et qu'il attend d'en comprendre les contours. Nous nous connaissons depuis 63 ans. Il sait lire mes silences comme la plupart des gens lisent des phrases. À l'hôpital, une jeune urgentiste est venue nous trouver dans la salle d'attente. Elle avait cette franchise particulière de ceux qui annoncent de mauvaises nouvelles plusieurs fois par jour et qui ont appris qu'essayer d'adoucir les choses n'aide que rarement. Madame le maire est stable, a-t-elle dit. Nous lui avons administré le traitement approprié et elle réagit bien. Ses analyses de sang ont révélé une forte concentration de zolpidem, c'est le principe actif du Stilnox, à un dosage nettement supérieur à la dose thérapeutique. Dans la concentration que nous avons trouvée, cela provoque une sédation extrême, de la confusion, et une altération des fonctions motrices. Ce n'est généralement pas dangereux pour un adulte en bonne santé si c'est traité rapidement, ce qui a été le cas. François a demandé, quelqu'un l'a drogué. Ce n'est pas à moi de le déterminer, a répondu le médecin. Mais la loi m'oblige à signaler ce fait aux autorités judiciaires. La concentration n'était pas compatible avec une ingestion accidentelle. Romain se tenait à l'autre bout de la salle d'attente. Je l'ai regardé à travers la pièce. Il me fixait. Je m'attendais à voir de la peur. Ce que j'ai vu était pire que de la peur. J'ai vu un homme faisant des calculs mentaux frénétiques, essayant d'équilibrer une équation qui soudainement n'avait plus aucun sens. Il est venu vers moi plus tard, quand François est allé chercher du café. Il s'est assis à côté de moi, et pendant un moment, il n'a rien dit. « Papa » a-t-il fini par dire d'une voix basse, « quelque chose a mal tourné ce soir. » Je l'ai regardé. Oui. Delphine va saine sortir. Le médecin a dit qu'elle irait bien. Je sais. Il s'est frotté les mains. Je ne comprends pas comment il. Il s'est arrêté, a recommencé. C'est toi qui. Il s'est encore arrêté. J'ai attendu. Je l'ai laissé retourner le problème dans tous les sens. Je l'ai laissé essayer de faire fonctionner son équation. Qui a échangé les tasses, a-t-il demandé. Sa voix n'était qu'un murmure. J'ai regardé mon fils. Ce garçon que j'avais élevé. Ce garçon à qui j'avais appris à faire du vélo sur le parking de notre entrepôt un samedi matin pendant que Éléonore nous regardait depuis le quai de déchargement. Ce garçon que j'avais conduit à des dizaines de tournois de football à travers 3 régions, que j'avais aidé pour ses devoirs de maths au lycée, avec qui je m'étais disputé au sujet des couvre-feux, et dont j'avais été fier d'une manière que je n'avais jamais su exprimer complètement. C'est moi, ai-je dit. Il m'a dévisagé. Je sais ce que tu prépares depuis 5 mois, ai-je ajouté. J'attendais que tu m'en donnes assez pour t'arrêter correctement. La couleur a quitté son visage dans un lent reflux, comme Léo qui se retire à marée basse. Papa, ne fais pas ça. Ma voix était calme. Elle n'avait pas besoin d'être forte. Quoi que tu allais dire ensuite, ne le dis pas, 2 policiers sont arrivés 40 minutes plus tard. Ils nous ont interrogés chacun dans une salle de consultation séparée. Quand ils ont interrogé Romain, il y est resté pendant 55 minutes. Quand il en est ressorti, il avait l'air plus petit qu'en entrant, de la façon dont certains hommes se dégonflent quand la comédie devient finalement trop coûteuse à maintenir. Mon interrogatoire a été plus court. L'inspecteur Mercier, un homme trapu qui faisait ce métier depuis assez longtemps pour écouter plus qu'il ne parlait, m'a demandé ce que j'avais observé au cours du repas. Je lui ai dit que j'avais remarqué Romain près du service à café dans la cuisine, que je l'avais vu avec quelque chose dans les mains, et que j'avais fait un choix concernant la tasse que j'allais utiliser en retournant à table.
Vous avez échangé les tasses délibérément, a affirmé Mercier, ce n'était pas une question. Je me suis protégé, ai-je répondu. Il m'a étudié pendant un long moment. Monsieur le maire, y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur les activités de votre fils? J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste et et sorti une enveloppe. Mon avocate a préparé ceci, ai-je dit. Cela contient un résumé des preuves que nous avons rassemblées au cours des 5 derniers mois. Des relevés bancaires, des images de vidéosurveillance de mon domicile, le tout obtenu légalement, des journaux d'appel, ainsi qu'une évaluation préliminaire d'un expert comptable concernant des irrégularités dans le cabinet financier de mon fils. Les dossiers originaux sont chez mon avocate. Elle est à votre disposition quand vous le souhaitez. L'inspecteur Mercier a pris l'enveloppe. Il l'a regardée. Il m'a regardé. Depuis combien de temps planifiez-vous cela, a-t-il demandé. Depuis que je sais ce qu'il planifiait, ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. Reposez-vous, monsieur le maire. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Patricia m'avait réservé une chambre dans un Novotel à 15 minutes de l'hôpital, et je suis resté assis près de la fenêtre pendant un long moment à regarder les lumières du parking. François a appelé à 23h30. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Je lui parlerai bientôt. Je lui expliquerai tout, mais pas ce soir-là. J'ai pensé à Romain à 8 ans, debout au bord du terrain de foot avec ses crampons, plissant les yeux face au soleil de l'après-midi. J'ai pensé à Éléonore lors de ses funérailles, à la façon dont toute l'église était remplie de personnes à qui elle avait donné le sentiment d'être vue, valorisée et aimée, à la façon dont la file d'attente s'étirait jusque sur le trottoir. J'ai pensé à la liste, le Portugal, la Nouvelle-Zélande, les îles grecques, toujours pliées dans le 3e tiroir de la coiffeuse d'Éléonore, là où elle l'avait laissé. J'ai pensé à ce que cela signifie d'aimer quelqu'un qui s'est transformé en étranger. La procédure judiciaire a duré 7 mois. Patricia avait monté un dossier que la procureure a plus tard qualifié de l'une des affaires d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables les plus solides qu'elle ait jamais vues. Tout était documenté. Tout était recevable. Un schéma d'intention clair et démontrable. Romain a été inculpé pour tentative d'abus de faiblesse, conspiration en vue de commettre une fraude financière et administration de substances nuisibles. Il a soutenu pendant 3 mois que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'il essayait de m'aider, que les médicaments étaient un accident. Les images de surveillance de ma cuisine ont rendu cette ligne de défense intenable. Sa propre voix, enregistrée chez lui 2 semaines avant Noël alors qu'il se croyait en privé, expliquant ce qu'il comptait faire et quand il comptait le faire, a aggravé son cas. Il a plaidé coupable 4 jours avant le procès. Le juge l'a condamné à 9 ans de prison. Gérard Faure, le psychiatre que Romain avait engagé pour rédiger une fausse expertise d'incapacité, a coopéré avec la justice en échange d'une réduction de peine. Il a été radié de l'ordre des médecins de façon permanente et a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Le cas de Delphine présentait un tableau plus complexe. Elle savait et les relevés financiers le prouvaient clairement et ses propres communications avec Romain, obtenues pendant l'instruction, ont montré qu'elle avait été une participante active dans la planification. Elle l'avait poussé. Elle avait aidé à rédiger la requête de mise sous tutelle. C'était elle qui avait suggéré de le faire au moment de Noël, car les fêtes de fin d'année, comme elle l'avait écrit dans un SMS à Romain, rendent les vieux émotifs et plus faciles à manipuler. Elle a été condamnée à 6 ans. Mes petits-fils sont partis vivre chez les parents de Delphine en Bretagne. Je leur parle au téléphone. Ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. C'est la partie que toutes les conversations sur la justice, les conséquences et le fait de faire ce qui est juste ne parviennent jamais à capturer, le fait que le bon résultat et le résultat le plus douloureux portent parfois exactement le même visage. François a été la première personne à qui j'ai tout raconté, 2 jours après Noël, autour d'un café dans sa cuisine pendant que Chantal partait se promener pour nous laisser seuls. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui n'est pas dans sa nature, ce qui m'a prouvé à quel point il prenait la chose au sérieux. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» a-t-il fini par demander. « Parce que j'avais besoin de témoins innocents, et parce que je ne voulais pas que tu aies à porter ce fardeau. » Il a baissé les yeux vers la table. « C'est mon neveu, Bernard. Je sais. J'entraînais son équipe de foot quand il était petit. Je sais, François. » Il est resté silencieux à nouveau. Puis il a dit, « Éléonore se serait rendu compte que quelque chose n'allait pas avant toi. Elle a toujours cerné les gens plus vite. » « Oui, ai-je dit, c'est vrai. Elle aurait été folle de rage.
Absolument. Il a hoché la tête lentement. Et elle t'aurait aussi dit que tu as fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas répondu, mais je me suis accroché à cette idée. Les mois qui ont suivi le procès n'ont pas été ceux auxquels je m'attendais. J'avais passé tellement de temps à me préparer pour l'affrontement que je ne m'étais pas préparé à ce qui viendrait après, les journées ordinaires, la maison silencieuse, la conscience d'avoir gagné quelque chose et perdu quelque chose, et que ces deux concepts n'étaient pas opposés. Je me suis mis à cuisiner. Éléonore avait toujours été la cuisinière. J'avais gravité à la périphérie de la cuisine pendant 34 ans, parfois utile, surtout décoratif. À présent, j'ai acheté un livre de recettes, un gros bouquin à l'air usé dans une librairie d'occasion du centre de Lyon, et j'ai commencé à le feuilleter page par page. Cela donnait à mes mains quelque chose à faire le soir. J'ai commencé à rappeler Jean-Marc Vasseur, mon conseiller financier, qui s'était montré très digne sur le plan professionnel face à toute cette situation et profondément touché, comme le sont les gens qui ont vu quelqu'un passer à deux doigts de tout perdre. Nous avons eu plusieurs longues conversations sur la restructuration de la gestion de mon patrimoine pour rendre toute future tentative de fraude structurellement beaucoup plus difficile. Et j'ai commencé à parler avec Patricia de ce qu'il fallait faire du reste. La fondation était son idée au départ. Elle l'a mentionné presque comme une pensée fugace lors d'un de nos rendez-vous. Il y a des organisations qui font ce genre de travail, de l'assistance juridique pour les personnes âgées victimes d'abus, du soutien à l'investigation, m'a-t-elle dit. C'est sous-financé. Il y a un réel besoin. Tu as des ressources et tu as quelque chose de potentiellement plus utile que des ressources. Quoi donc, ai-je demandé. De la crédibilité, a-t-elle répondu. Tu as vécu ça. Tu l'as documenté. Tu as monté un dossier juridique qui a tenu la route. Les gens dans cette situation ne font pas confiance aux institutions. Ils font confiance aux gens qui sont passés par là où ils sont. J'y ai réfléchi pendant 3 semaines. J'ai pensé à Éléonore, qui avait passé 12 ans au conseil d'administration d'un foyer pour femmes à Lyon, et qui croyait, avec une conviction que je trouvais parfois épuisante, que le but d'avoir assez était de construire assez pour quelqu'un d'autre. J'ai appelé Patricia. On le fait, ai-je dit. La Fondation Le Maire pour la protection des seniors a ouvert ses portes 11 mois après Noël. Nous nous sommes associés à 2 cabinets d'avocats qui ont accepté de fournir une représentation pro bono pour les cas éligibles, à un cabinet d'expertise comptable qui a offert des services d'investigation à des tarifs réduits, et à une assistante sociale nommée Renée, qui avait passé 20 ans dans les services de protection des adultes et qui en savait plus sur la façon dont ces affaires fonctionnaient réellement que n'importe quel avocat du bâtiment. Le premier appel que nous avons reçu sur notre ligne d'assistance venait d'une femme de 70 ans à Marseille dont la fille avait vidé 80 000 € de son compte d'épargne en utilisant une procuration. La femme jurait qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle signait. Le deuxième appel venait d'un homme à Paris qui avait été expulsé de chez lui par son neveu dans des circonstances qu'il ne pouvait pas clairement articuler, mais dont il savait qu'elle était frauduleuse. Nous les avons aidés tous les deux. Le travail n'est pas glamour. Il n'y a pas de moments théâtraux au tribunal où tout s'emboîte et où la justice triomphe de manière cinématographique. La plupart du temps, ce n'est que de la paperasse, des appels téléphoniques et le processus long et laborieux consistant à monter un dossier qui puisse résister à un examen minutieux. La plupart du temps, c'est s'asseoir avec des gens effrayés et les aider à comprendre que ce qui leur est arrivé n'est pas de leur faute, et qu'il y a une voie à suivre même si ce chemin est plus long et plus difficile que ce que quiconque aurait choisi. Mais parfois, il y a un instant de grâce. Une femme qui appelle pour dire que son compte bancaire a été restauré et que sa fille est inculpée. Un homme qui nous dit qu'il est de retour dans sa propre maison. Un petit-fils qui appelle pour nous remercier parce que sa grand-mère est enfin en sécurité. Ces jours-là, je rentre chez moi, je m'assieds dans le fauteuil vert d'Éléonore près de la fenêtre, et je pense à la liste dans le 3e tiroir de la coiffeuse. Le Portugal, la Nouvelle-Zélande, les îles grecques. Nous avions des projets. La vie, comme souvent, avait d'autres plans. Mais Éléonore disait aussi et elle le disait si souvent que je peux encore l'entendre avec sa cadence bien à elle que la vie que l'on se bâtit est moins importante que les personnes pour qui on la bâtit. Elle y croyait. Elle a passé 34 ans à me montrer ce que c'était que de vivre ainsi. J'apprends, plus lentement qu'elle ne l'aurait souhaité, à faire de même. Le mois dernier, un homme est entré dans mon bureau. Il avait une 40aine d'années, l'air nerveux, serrant un dossier contre sa poitrine de la même manière que les gens tiennent les choses quand ce qu'il y a à l'intérieur est très lourd. Il a dit s'appeler Maxime. Il m'a expliqué que son père avait 81 ans, que la nouvelle femme de son père, mariée depuis 2 ans, déplaçait de l'argent de façon intraçable pour la famille,
et qu'un avocat qu'il avait consulté leur avait dit qu'il ne pouvait pas y faire grand-chose. Il était assis de l'autre côté de mon bureau avec ses yeux prudents et effrayés, et j'ai vu en lui chaque personne qui a un jour fait face à une situation profondément injuste et à qui une figure d'autorité a répondu qu'il n'y avait rien à espérer de plus. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Patricia. Nouveau dossier, ai-je dit. Mais René sur le coup aussi. J'ai raccroché et j'ai regardé Maxime. Nous allons aider votre père, lui ai-je dit. Je ne peux pas vous promettre un délai ni un résultat précis. Ces affaires sont rarement simples, mais je peux vous promettre que nous allons exploiter toutes les options légales possibles, et je vais personnellement m'assurer que rien ne passe à la trappe. Il a expiré. Quelque chose s'est relâché dans ses épaules. Il a dit « Merci ». Je ne savais plus vers qui me tourner. Vous avez frappé à la bonne porte, ai-je répondu. Quand il est parti, je suis resté un moment dans le silence de mon bureau. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre ouest comme elle le fait en novembre, basse et dorée, cette inclinaison particulière qui, selon Éléonore, donnait à chaque chose l'apparence d'une peinture. J'ai pensé à Romain d'une façon que j'essaie d'éviter, sans colère désormais, mais avec un sentiment plus triste et plus complexe. Le chagrin d'aimer quelqu'un qui s'est révélé capable d'un acte impossible à concilier avec tout ce que l'on savait de lui. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce chagrin. Je suppose que je le porterai encore longtemps. Mais j'ai aussi pensé à Maxime marchant vers sa voiture sur le parking. J'ai pensé à la femme de Marseille de retour chez elle avec ses économies intactes. J'ai pensé à ce que Éléonore dirait si elle pouvait voir son fauteuil vert installé dans mon bureau aujourd'hui, celui que j'ai déplacé ici parce que la lumière y est meilleure, parce que j'y passe plus de temps que partout ailleurs, parce que c'est, de la manière imparfaite et partielle qui m'est offerte, la seule façon de la garder près de moi. Je pense qu'elle dirait que c'est une bonne façon de passer un samedi après-midi. Je pense qu'elle dirait que je suis enfin en train d'apprendre. Je m'appelle Bernard Lemaire. J'ai 63 ans et je dirige une fondation qui aide les gens à qui ceux censés les aimer volent tout ce qu'ils ont. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, si vous êtes cette personne, contactez-nous. Nous sommes là. Et à tous ceux qui ont un jour regardé un vieil homme en ne voyant qu'une proie facile, j'ai bâti une entreprise à partir de rien, j'ai élevé une famille, j'ai aimé une femme pendant 34 ans, et j'ai survécu à la pire année de ma vie en gardant toute ma tête et toutes mes preuves intactes. Je vous observe depuis bien plus longtemps que vous ne m'observez. Le piège était déjà tendu depuis le début.